Messieurs, dames, bienvenue au musée de la préfecture de police de Paris pour donc une présentation de cette exposition qui est consacrée aux brigades centrales de la police judiciaire, c'est-à-dire, pour aller très vite, le 36 quai des Orfèvres. Même si on va le voir, il y a eu un déménagement il y a quelques années, mais je vais véritablement y revenir. Alors, avant de commencer, un mot sur la genèse de cette exposition. L'année dernière, en 2024, on a fêté le 60e anniversaire de la création de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, et le 50e anniversaire de la création de la BRB, la Brigade de Répression du Banditisme. Et donc c'est en écho, en quelque sorte, à ces deux événements que notre musée a décidé de proposer cette exposition. Exposition temporaire qui a commencé en novembre de l'année dernière et qui va se terminer dans quelques jours à la fin du mois. Donc voilà, vous êtes les tout derniers visiteurs en quelque sorte. Ces brigades centrales, elles sont au nombre de 7. Alors, on les a présentées ici dans leur chronologie historique en quelque sorte, avec la brigade criminelle qui a été créée sous sa forme actuelle, mais je vais y revenir, en 1944, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, dont on a entendu parler ces derniers temps, qui a été créée en 1964, qu'on a longtemps appelée l'anti-gang, la brigade anti-gang. La brigade de répression du banditisme, la BRB, la fameuse BRB, la brigade des stupes, créée en 89, on verra dans quel contexte, la brigade de répression du proxénétisme, de même, créée en 89, on verra pourquoi. Une brigade qui est peut-être la moins connue de toutes, c'est la brigade d'exécution des décisions de justice, la BEDJ, et là je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, dernière brigade, mais créée un an avant la brigade criminelle, c'est la brigade de protection des mineurs, qu'on appelle aussi la brigade des gosses. Alors, ces 7 brigades, elles constituent l'une des sous-directions de la police judiciaire, c'est-à-dire l'un des services, si vous voulez. PJ de Paris, qui, en plus d'un état-major, comprend 3 autres sous-directions, 3 autres services. L'un chargé de la lutte contre la délinquance financière, on trouve à l'intérieur de ce service la brigade financière. Une troisième sous-direction qui est chargée du soutien à l'investigation, puisque toutes ces brigades sont des brigades d'enquête. Et puis un 4e service qu'on n'abordera pas, mais qui regroupe un certain nombre de services, délocalisés si vous voulez. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Cette police judiciaire parisienne, elle voit le jour, elle est créée en 1913, à l'initiative d'un des grands policiers de l'époque, le préfet Louis Lépine, et notamment à son successeur, Célestin Aignon, 2 personnes qui ont participé à la création de la police judiciaire en 1913. Alors, l'objectif, si vous voulez, à l'époque, c'est de moderniser une police qui est encore héritée du Second Empire, si vous voulez. Il faut bien avoir à l'esprit, et donc plus du tout adapté aux nouvelles formes de criminalité à l'aube du XXe siècle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au tout début de la Troisième République et que la police est encore dans une formation à l'ancienne. Nous avons des polices municipales qui, dont les compétences s'arrêtent aux limites de la ville. Autrement dit, un malfrat commet un délit, un crime, quitte la ville et c'est terminé. Il n'y a aucun moyen de coordination pour retrouver les criminels, les récidivistes, si vous voulez. Alors, un certain nombre de mesures vont être prises, puisque cette police, elle est isolée, parcellaire, et puis il faut bien le dire aussi, assez jalouse, elles sont assez jalouses les unes des autres. Donc, des mesures vont être prises à partir de 1907, qui vont se concrétiser ensuite en 1913. Première chose qui est faite, c'est l'étatisation des polices municipales, première mesure importante, et puis va suivre l'année suivante la création d'un bulletin de recherche criminelle qui va être diffusé comme ça dans toute la France, sur l'échelle du territoire national, auprès de la police, de la gendarmerie, des magistrats, également des gardiens de prison, pour retrouver les personnes qui sont déjà passées entre les mains de la police. Et dans ce bulletin de recherche criminelle, on va y trouver un certain nombre d'informations. Parmi ces informations, on va trouver notamment les fameuses photos face-profil, les premiers clichés face-profil. Et puis, autre information importante, ce sont les informations d'ordre anthropométrique. Les premières mesures, si vous voulez, des mains, du nez, du crâne, ces choses-là. Un petit peu plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, on va avoir les premiers relevés d'empreintes digitales, ce qu'on appelle la dactyloscopie en criminalistique. Donc voilà ces informations qu'on retrouve dans ce bulletin de recherche criminelle.
À l'initiative de toutes ces innovations, de mesures, de photos, on a un homme qui est Alphonse Bertillon. C'est un criminologue, un anthropologue, qui va être un temps, dès la fin du XIXe siècle, le chef de l'identité judiciaire. L'identité judiciaire, c'est une petite incise, c'est une des spécialités, une des nombreuses spécialités de la police technique et scientifique aujourd'hui. Cette spécialité existe toujours aujourd'hui dans ce service qui n'appartient pas à cette brigade. C'est un service qui est complètement différent. Voilà pour les mesures. Alors ensuite, il y a une autre mesure très importante, c'est toujours en 1907 la création des brigades régionales de police mobile. On les surnommera après les brigades du Tigre, les fameuses brigades du Tigre. Le nom Brigade du Tigre vient d'un feuilleton qui a été diffusé sur FR3 dans les années 70-80. Ce n'est pas le nom d'origine, ce n'est pas le vrai nom de ces brigades régionales de police mobile. 12 brigades sont donc créées pour la province, on est en 1907, et à cette époque, ces mobilards sont équipés de vélos et de chevaux, pas encore d'automobiles. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'on va faire, c'est de leur donner un bulletin, un carnet de voyage pour voyager sur les lignes SNCF, si vous voulez. Et puis, un petit peu plus tard, 1912, on va créer une autre brigade mobile qu'on va appeler la brigade du chef, qui va être créée sur le même modèle que ces premières brigades régionales, en quelque sorte. Alors, cette brigade du chef va être équipée d'automobiles. Ça fait suite à une affaire particulière, c'est l'affaire de la bande à Bonneau, et on va l'évoquer tout à l'heure. Voilà pour ces innovations. Et cette nouvelle orientation, si vous voulez, va aboutir en 1907 à la création de la police judiciaire nationale, qui correspond aujourd'hui à la DN, la Direction nationale de la police judiciaire, et puis en 1913 à la création de la police judiciaire régionale, la Direction régionale de la police judiciaire aujourd'hui. Donc deux événements, deux évolutions de la police qui est modernisée à cette époque, si vous voulez. Depuis 1913, le siège historique de la PJ parisienne, vous le connaissez tous, c'est le 36 quai des Orfèvres, au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, beaucoup de ces services ont déménagé en 2017 dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, à proximité du tribunal de Paris. Alors, il existe, petite anecdote, aujourd'hui un souterrain entre la PJ et le tribunal de Paris pour le transfert de certains prévenus les plus compliqués, si vous voulez. Alors, je dis tous les services ont déménagé, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui a une dimension de contre-terrorisme, comme vous le savez, elle est restée au 36 quai des Orfèvres, au cœur de Paris, puisqu'on a souhaité que cette brigade de recherche et d'intervention se situe encore aujourd'hui, ça fait suite aux attentats de 2015, à moins de 20 minutes de tout point de la capitale. C'est la raison pour laquelle la BRI est restée au 36, si vous voulez. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Cette police judiciaire parisienne, elle est attachée à la préfecture de police de Paris. Elle est aux ordres du préfet, si vous voulez. Alors, c'est Napoléon Bonaparte qui va créer la charge de préfet et donc la préfecture de police, en quelque sorte, en 1800. On est sous le consulat. Alors, à cette époque, cette préfecture, elle est domiciliée, son lieu de résidence, c'est rue de Jérusalem, derrière la Sainte-Chapelle. Cette préfecture, à l'époque, va connaître un incendie pendant la Commune et va ensuite déménager à la caserne de la Cité, qui se trouve, comme vous le savez, en face de Notre-Dame aujourd'hui, si vous voulez. C'était ça, son lieu de travail de cette PJ. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que cette police judiciaire, elle a des racines beaucoup plus anciennes et que, comme très souvent, elles sont à aller chercher sous l'Ancien Régime. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, les pouvoirs de police à Paris sont partagés entre trois agents royaux principaux, le lieutenant criminel pour tout ce qui est affaires criminelles, le lieutenant civil pour tout ce qui est civil et le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est l'équivalent du maire, si vous voulez. Et sur un plan purement opérationnel, cette fois, pour assurer la sécurité des rues, on a une multitude de milices urbaines, à pied ou à cheval, qui assurent la sécurité de jour et de nuit des rues de la capitale. Alors on a le guet royal, qui était une milice armée, si vous voulez, mais on a aussi des milices civiles comme le guet bourgeois, le guet bourgeois qui représente un peu les commerçants. C'est un guet statique, assis, finalement on va l'appeler par ironie le guet dormant. Voilà pour ces deux milices, si vous voulez. Au XIIIe siècle, avec Saint-Louis va moderniser un petit peu, très, très légèrement, c'est ce qui tient lieu à l'ordre de police, en créant les archers et les chevaliers du guet. C'est véritablement une petite évolution, pareil, pour assurer la sécurité des rues de Paris. Pour autant, ces différents corps s'avèrent assez peu efficaces, pour tout un tas de raisons. D'abord, les missions sont mal définies.
mal attribuées, c'est source d'imbroglio juridique et donc très souvent de corruption. Et donc, eh bien, Louis XIV, on est au XVIIe siècle, va confier à Colbert, l'un de ses principaux ministres, qui est alors le ministre des Finances en quelque sorte, la mission de réformer ce qui tient lieu de police. Et ce conseil de réformation que va créer Colbert, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, va aboutir en 1667, c'est une date véritablement très importante, à la création de la lieutenance générale de police. Cette lieutenant général de police est une institution qui va être chargée de la bonne marche de la cité, si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi un peu une préfecture avant l'heure. On est au XVIIe siècle, mais c'est véritablement ça le sens de cette création, si vous voulez. Cette lieutenant général de police, elle va être domiciliée, en quelque sorte, au Grand Châtelet. Vous savez que c'était une petite forteresse construite au XIIe siècle et que c'est situé à l'extrémité nord du pont au Change, à l'emplacement actuel du théâtre du Châtelet. Cette petite forteresse accueillait une prison, un centre de torture qui était extrêmement redouté, ça dès le XIIe, XIIIe siècle. Et puis surtout, cette forteresse qu'on appelait déjà le Grand Châtelet a accueilli la première morgue de Paris. Et c'est donc là que va être installée cette lieutenant générale de police, cette préfecture avant l'heure. Louis XIV va nous donner comme mission à Colbert de trouver un homme fort pour prendre la tête de cette nouvelle institution, avec pour mission de trouver quelqu'un qui puisse remplir une mission qui tient en 3 mots, ce sont les mots de l'époque, netteté, clarté, sûreté. Il s'agit de rendre Paris plus propre, mieux éclairé et évidemment plus sûr. Et donc Colbert, cette personne, il va la trouver à Bordeaux, en la personne de Gabriel de la Reynie, Nicolas Gabriel de la Reynie, qui est véritablement le premier flic de France, si vous voulez, et évidemment le premier préfet, là encore, avant l'heure. Alors, Gabriel Nicolas de la Reynie, il va avoir différentes missions, elles vont être très nombreuses. Il va remplir des missions d'abord d'ordre civil. C'est lui qui va gérer ce qui relève des incendies très nombreux au XVIIe siècle, même avant. Les problèmes de santé aussi, qui est très nombreux, et puis les questions religieuses, problèmes de blasphème, etc. Là, ce qu'on appelle aussi la discipline des mœurs, la prostitution, les orientations sexuelles, ces choses-là. Et puis, il va prendre un certain nombre d'initiatives qui vont marquer Paris et marquer l'histoire de France, puisqu'il va notamment installer l'éclairage public. C'est à son initiative que vont être installées les premières lanternes réverbères dans les rues de Paris, qui, je vous le répète, à cette époque, était une ville encore du Moyen-Âge. C'est lui aussi qui va décider d'afficher le nom des rues, parce que les noms des rues n'existaient pas encore, et puis le balayage aussi des rues. Alors, il va évidemment aussi remplir des missions de police, et c'est notamment lui qui va démanteler les cours des miracles, ces zones de non-droit, on dirait des no-go zones aujourd'hui, qui avaient s'étaient disséminées comme ça dans Paris, dans une relative impunité, et donc il va les démanteler en s'appuyant sur un réseau d'indices qu'on appelle à l'époque les mouches, qui vont donner le nom mouchard, et voilà comment vont être démantelés ces lieux où régnait une criminalité, si vous voulez, endémique. Et puis enfin, il va être chargé d'une mission importante, une mission de police importante, c'est d'assurer et de garantir l'approvisionnement en vivres de la capitale. Pourquoi est-ce une mission de police importante ? Tout simplement parce qu'une ville qui a faim est une ville dangereuse. Alors voilà, si vous voulez, pour resituer à la fois la préfecture de police et la police judiciaire dans leur profondeur historique. Et cette brigade criminelle, créée sous sa forme actuelle en 1944, c'est le fleuron de la police judiciaire parisienne. Elle est véritablement associée aux plus grandes affaires du XXe siècle, même si elle a des antécédents, si vous voulez. Ça commence peu ou prou pendant la Première Guerre mondiale avec l'affaire Désiré-Landru. Ça se poursuit avec d'autres affaires de l'entre-deux-guerres, Violette-Nozière, l'affaire Stavisky, après la guerre, l'affaire du gang des tractions avant, toutes ces affaires qui ont marqué l'opinion. Et puis beaucoup plus proche de nous, l'affaire Guy Georges, Thierry Paulin et récemment l'affaire de la petite Lola, si vous voulez. La brigade criminelle, c'est aussi évidemment tout un héritage littéraire et cinématographique. La crime a beaucoup inspiré. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul film qui a été tourné en décor réel, c'est-à-dire au 1936, c'est d'Henri-Georges Clouzot, c'est Quai des Orfèvres avec Louis Jouvet. C'est le seul film qui a été tourné au 1936, tous les autres ont été faits en décor reconstitué, si vous voulez. Bref, comme son nom l'indique, cette brigade criminelle, elle est compétente pour les infractions pénales les plus graves, c'est-à-dire les crimes, évidemment. C'est une brigade qui a pour mission d'enquêter, d'investiguer pour identifier les coupables.
C'est une brigade d'enquête. Ces agents travaillent rarement sur le terrain. Ils sont vraiment au 36. Ils font très peu de surveillance, d'interpellation. Pour les interpellations, son bras armé, c'est véritablement la BRI. Donc c'est véritablement une brigade d'enquête. Son périmètre d'action, de compétence, c'est Paris et la Petite Couronne, comme toutes les brigades. Toutes les brigades ont Paris comme point principal et ensuite les départements de la Petite Couronne. Quels sont les crimes qui relèvent de la brigade criminelle, des compétences de la brigade criminelle? Eh bien d'abord, les affaires de viol, tout simplement, quand il y a une gravité extrême, les homicides, lorsque l'auteur est inconnu, les enlèvements avec demande de rançon, par exemple, les incendies volontaires lorsqu'il y a des victimes, un certain nombre d'affaires aussi qui sont sensibles politiquement, médiatiquement, qui impliquent des personnalités, et puis les attentats évidemment, mais le terrorisme dans sa dimension investigation, parce que pour tout ce qui est de l'ordre de l'intervention, ça relève encore de la brigade de recherche et d'intervention. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et prendre, si vous voulez, approcher comment les premières étapes d'une affaire criminelle pour comprendre comment se déroulent les premières heures. On va prendre l'exemple d'un corps qui est redécouvert dans un appartement par des voisins. Les voisins, évidemment, avertissent les primo-intervenants, donc les pompiers, la police. Ces derniers vont donc se rendre sur place et puis vont dresser les premiers constats, traces d'effraction, etc., etc. Et puis, si la mort paraît suspecte, si elle ne semble pas naturelle, eh bien là, ils en avertissent évidemment leur état-major, c'est-à-dire généralement le commissaire. Et le commissaire se rend alors sur place. Le commissaire, à ce moment, il va se tourner vers le procureur de la République ou son substitut. En fonction des informations dont il va disposer, le procureur va décider ou non de saisir la brigade criminelle. S'il s'avère d'une affaire un peu douteuse, la crime va se rendre sur place, accompagné de techniciens de scène de crime qui appartiennent à la police technique et scientifique. Juste un mot, parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence, sur la police technique et scientifique, pour comprendre un peu leur travail dans l'investigation qui est important. Ils ont pour mission principale de prélever, d'analyser et d'exploiter des traces et des indices. Qu'est-ce qu'on entend par traces et indices? Les traces, ce sont les sécrétions corporelles, le sang par exemple, tout ce qui est ADN aussi. Ça peut être aussi des traces numériques aujourd'hui, téléphone portable, unité de stockage, ordinateur, etc. Et puis un certain nombre d'indices qui peuvent être une trajectoire de tir, tout ce qui est de l'ordre des éléments balistiques, des résidus de tir aussi par exemple. Voilà le travail de la PTS, la police technique et scientifique, qui met ces résultats à disposition des services enquêteurs. C'est véritablement l'articulation, si vous voulez. Je reviens donc à notre affaire. Donc vous voyez que la crime, elle est véritablement saisie en dernier recours. Ces dernières années, la crime, elle a été saisie pour de très nombreuses affaires. La dernière en date qui a marqué évidemment l'opinion, c'est 2019, l'incendie de Notre-Dame. C'est un incendie dont on ne sait pas s'il est criminel, plus exactement, on sait que c'est accidentel, mais on attend encore, si vous voulez, des expertises, donc on n'a pas encore tout à fait le dossier bouclé, mais la crime s'est rendue sur place une fois que l'incendie a été maîtrisé par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour relever des traces et des indices et des éléments qui peuvent être utiles à l'enquête, et ça dans évidemment des centaines de mètres cubes de gravats. Autre affaire qui a mobilisé la crime en 2015, c'est évidemment l'affaire du Bataclan. Il faut savoir qu'une fois que l'attentat, la prise d'otage a été maîtrisée par la BRI, la crime s'est rendue sur place 3 heures après à peu près, pour là encore prélever des indices et des traces et prélever aussi des indices, des éléments utiles à l'enquête. Évidemment dans des conditions absolument épouvantables, et c'est dans ce contexte qu'au petit matin, un agent de la crime a trouvé donc dans une poubelle à proximité du Bataclan un des smartphones des kamikazes, et cette découverte, donc trace numérique, a considérablement accéléré la traque des terroristes par la suite. Si on en retourne un petit peu dans le passé, sur les affaires qui ont mobilisé la crime, on a une affaire un peu délicate politiquement et médiatiquement dont je vous parlais, qui sont dans la typologie des crimes qui mobilisent la crime, c'est l'accident de Lady Diana en 1996, donc au pont de l'Alma, et là, par la nature de cette affaire, la crime aussi a mené une enquête. C'est aussi toutes les affaires hors normes de tueurs en série. Alors là, on remonte, pareil, 1997-1998, avec l'affaire Thierry Paulin,
Guy Georges en 1998, le tueur de l'Est parisien. Cette affaire est intéressante pour la crime. Pourquoi? Eh bien parce que ça marque aussi l'arrivée de l'utilisation de l'ADN pour identifier notamment les criminels sexuels, puisque 1998 correspond à la date, l'année où l'on crée le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et il faut savoir qu'on avait déjà l'empreinte de Guy Georges depuis 1994, mais qu'on n'avait pas de fichier. Et c'est le magistrat qui était en charge de l'affaire qui a fait en sorte qu'on identifie Guy Georges en passant par un CHU de province, si vous voulez. Et tout ça a abouti en 1998 à la création de ce fichier national qui aujourd'hui joue un rôle essentiel, si vous voulez, dans la découverte et dans le pistage des criminels sexuels. Voilà pour ces affaires, grandes affaires qui ont mobilisé la crime ces dernières années. Alors, cette brigade criminelle, eh bien, elle a évidemment des racines beaucoup plus anciennes. Et on peut remonter, le plus loin qu'on puisse remonter avec que ça soit tangible, c'est la brigade de sûreté qui a été créée en 1911 par Nicolas Dubois. Nicolas Dubois, c'est le premier préfet de police de Paris qui a été nommé par Napoléon Bonaparte. La préfecture est créée en 1800, mais quelques années après, il nomme un préfet, Nicolas Dubois, et Nicolas Dubois va créer donc cette brigade de sûreté. Petite incise sur Nicolas Dubois, qui est un personnage important dans l'histoire de la police aussi. Bonaparte le nomme en fait, et il voit en lui un contrepoids utile au pouvoir exorbitant de Joseph Fouché, qui est alors le ministre de la police générale, et dont on dit à l'époque que c'est l'homme le mieux informé d'Europe. Donc c'est véritablement une manœuvre de base politique, si vous voulez, pour faire contrepoids à ce Joseph Fouché. Bref, Nicolas Dubois va créer donc en 1811 cette brigade de sûreté, et cette brigade de sûreté, elle va être confiée à quelqu'un que vous connaissez, un certain Eugène François Vidocq. Eugène François Vidocq, c'est un personnage hors norme, dont la légende perdure en quelque sorte et dont il faut évidemment dire un mot. C'est un homme qui naît à Arras, dans le Nord, en 1777 et qui très vite va manifester un penchant criminel. Il va s'engager dans l'armée, il va être renvoyé de l'armée. En sortant de l'armée, il va s'engager dans l'armée roulante. L'armée roulante qui est un gang belge dans lequel il va commettre un certain nombre de crimes, d'assassinats, et il va être attrapé et conduit en prison. Il va s'en échapper, il va être ensuite conduit au bagne de Brest, il va s'en échapper à nouveau, il va être ensuite conduit au bagne de Toulon, bagne flottant dont on ne s'échappe pas. Et là, il va offrir ses services à la police, et notamment à Nicolas Dubois, le préfet de police, qui va accepter son offre. Et pour le faire sortir de prison, Nicolas Dubois va simuler une évasion, et donc en 1811, et Vidocq va prendre la direction de cette brigade en 1811. Et pour la faire fonctionner, il va recruter d'anciens bagnards comme lui pour faire fonctionner cette brigade. Alors pourquoi la police a recruté cet homme ? Eh bien parce que Vidocq, en fait, il connaît parfaitement les codes et le langage de la truanderie. Ça sera d'ailleurs un des grands argotiers français, c'est-à-dire un spécialiste de l'argot de la truanderie, c'est comme ça qu'on appelle le milieu à l'époque. Il écrira notamment de très nombreux dictionnaires qu'on peut encore trouver aujourd'hui, n'importe où, sur les quais, sur eBay, et dans lesquels il va traduire le langage des voleurs, des criminels. Alors à titre d'exemple, par exemple, pour dire un pistolet à cette époque, on parle de crucifix à ressort. Pour tuer quelqu'un, on dit faire suer le chêne. Ou un pistolet, c'est également un rigolo. Ou faire un langage fleuri qui sera une spécialité de Vidocq. Vidocq donc prend la tête de cette brigade de sûreté, brigade qui va être très efficace, qui va montrer des résultats probants, puisqu'ils vont pouvoir revendiquer 3 fois plus d'arrestations de malfrats que la police qui est alors en place. Pour autant, c'est une brigade qui est très décriée, pour une raison simple, c'est que ces agents sont parfois très brutaux, ils travaillent en civil en plus, et cette brigade de sûreté va véritablement inquiéter et faire peur aux Parisiens, très peur. Et ça, ce n'est pas étranger à l'instauration, quelques années plus tard, 1829, au port de l'uniforme. Alors, cette brigade, elle a été financée sur des fonds secrets de la préfecture de police de Paris, et ce sera longtemps une brigade officieuse, et pour autant, elle sera dissoute en 1836. Si on veut retrouver la trace, si vous voulez, de cette brigade criminelle, il faut avancer un petit peu dans le temps, et là on est tout début du XXe siècle, en 1911-1912, avec la saga de la bande à Bonneau. Alors, pareil, il faut recontextualiser un petit peu, à la fin du 19e,
Vous savez que les théories anarchistes ont fait une entrée tonitruante dans la société française avec des théoriciens comme Bakounine, Kropotkin, Proudhon, le communard Élisée Reclus, et un certain nombre de jeunes gens ont cotisé au charme des théories libertaires. Et parmi ces jeunes gens, eh bien, on a un certain mécanicien lyonnais qui s'appelle Jules Bonnot et qui va attirer autour de lui un certain nombre de jeunes gens, autour de certains journaux parisiens, notamment le Révolté, qui sont des journaux anarchistes. Très attiré par ces théories, pourtant, cette petite bande de jeunes gens va très vite basculer dans le banditisme. Et le premier coup de la bande à Bonnot, c'est en 1911, le braquage de la succursale de la Société Générale, rue Ordeneur, dans le 18e arrondissement. Alors, que se passe-t-il ce jour-là? Une voiture déboule à hauteur du garçon de recette qui descend du tramway. 3 hommes à bord de cette voiture, ils lui tirent dessus et repartent avec la sacoche remplie de titres. C'est un événement qui va défrayer la chronique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la première fois qu'un braquage en France est commis à l'aide d'une automobile. La saga de la bande à Bonnot va continuer un petit peu. Ils vont multiplier les hold-up, les cases de casino. Ils vont tuer aussi beaucoup de policiers, de propriétaires de voitures. Et puis cette saga va prendre fin en 1912, lorsque la bande va se scinder en deux. Une partie de la bande va suivre Bonnot, le chef, et puis a choisi le roi. Et puis une deuxième partie de la bande va se réfugier à Nogent-sur-Marne. Et ces deux parties de la bande se retranchent derrière dans des résidences, si vous voulez. Et ces résidences vont être assiégées par la police, qui manque encore cruellement de moyens et d'expertise pour venir à bout des forcenés. Et donc, la police va devoir appeler la garde républicaine en renfort, et c'est finalement en lançant des charrettes de dynamite que l'affaire de la bande à Bonnot va être conclue. C'est la fin de la bande à Bonnot, c'est la fin d'une saga criminelle, mais pour autant, eh bien, c'est un véritable camouflet pour la police. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous le disais, à cette époque, la police est encore à cheval et à vélo. Et donc c'est de 1912 que date véritablement l'équipement de cette brigade du chef en automobile, des Panhards notamment. On est en 1912, un an plus tard, ce sera la création de la police judiciaire parisienne. Autre évolution, c'est une évolution aussi technique de l'armement, on y reviendra tout à l'heure. À cette époque, la bande à Bonnot utilise les premiers pistolets semi-automatiques qui viennent des États-Unis, sous licence, construits sous licence en Belgique, les FN Browning 1900. Ce sont des pistolets 7,65 qui sont très précis, très modernes pour l'époque, alors que la police, elle, est encore dotée de vieux revolvers de 73, de l'armée de 1873. Donc vous voyez, c'est déjà cet écart entre l'armement dont disposent les malfrats et celui dont disposent les policiers d'époque. Et donc une des décisions qui va être prise à la création de la préfecture, eh bien, c'est de finalement équiper aussi les policiers avec ces mêmes armes utilisées par la bande à Bonnot. Autre évolution et qu'il faut noter aussi, c'est que les textes évoluent beaucoup à cette époque pour définir beaucoup plus précisément les missions de la police. Ça, c'est très important aussi à retenir. Alors, là, on est en 1912. Évidemment, la brigade criminelle, dont l'ancêtre est la brigade du chef, elle continue à s'expérimenter. Et pour savoir comment elle fonctionne véritablement, il faut avancer un petit peu et se retrouver dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. À cette époque-là, au 36 quai des Orfèvres, on a un commissaire absolument hors pair qu'on appelle l'As du 36, qui est Marcel Guillaume. Alors le nom vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez, puisqu'il a inspiré Simenon dans la création de son personnage Maigret. Maigret est véritablement inspiré de ce commissaire qui a existé, qui a exercé pendant très longtemps, de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'après-guerre, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce commissaire, Marcel Guillaume, va avoir à traiter les grandes affaires, si vous voulez, véritablement les grandes affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces affaires, je vais juste les citer. On a l'affaire notamment Violette Nozière, cette jeune Parisienne qui se prostituait, qui volait ses parents pour entretenir un jeune panier percé, on pourrait appeler ça comme ça, et puis qui va finalement empoisonner ses parents. Elle va être confondue, interrogée par Marcel Guillaume, elle va passer aux aveux, elle sera condamnée à mort, graciée finalement à la libération, et puis ensuite réhabilitée parce qu'elle avait été aussi victime d'inceste dans sa jeunesse, et donc tout ça va compter pour sa réhabilitation. Autre affaire très célèbre qu'aura à traiter Marcel Guillaume et ses équipes, il ne faut pas oublier que tout ça est un travail d'équipe, c'est l'affaire Stavisky. Stavisky, donc du nom de cet escroc notoire qui a compromis toute une partie de la classe politique dans les années 30 et qu'on a retrouvé suicidé ou pas suicidé dans un chalet de Chamonix et qui va notamment déclencher ces fameuses émeutes du 6 février 1934 des ligues nationalistes et des anciens combattants qui vont être outrés par ces scandales financiers à répétition de la Troisième République. Et là encore, Marcel Guillaume,
eh bien, va enquêter sur les commanditaires de ce qu'on pense véritablement être un assassinat en fait. J'avance un petit peu dans le temps. À la Libération, il y a l'affaire du docteur Petiot, qui a vendu du rêve en quelque sorte à des personnes pendant l'occupation, notamment beaucoup de juifs, en leur promettant de partir en Argentine et qu'on va retrouver évidemment tué et calciné dans sa maison à la Libération. Là encore, Marcel Guillaume enquête sur cette affaire à cette époque. Et puis, tout de suite, dans l'immédiat après-guerre, il y a aussi l'affaire du gang des tractions avant, avec à sa tête un certain Pierrot le Fou, qui rentrera aussi lui dans la légende, et affaire sur laquelle enquêtera là encore Marcel Guillaume. J'avance un tout petit peu dans le temps. Dans les années 60, ce sont des années très politiques, et là la crime a aussi un rôle à jouer. Je vous ai dit tout à l'heure dans la typologie des crimes qui relèvent de la brigade. On a notamment en 1959 l'attentat ou le faux attentat des jardins de l'Observatoire avec un certain François Mitterrand, donc député de la Nièvre à l'époque, on ne sait pas s'il a fomenté ou pas cet attentat. Un petit peu plus tard, on a en 1962 l'attentat du Petit Clamart, de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui tire sur le général de Gaulle. Là encore, Marcel Guillaume enquêtera, c'est lui notamment ses services qui arrêteront Bastien Thierry, qui est le dernier condamné à mort de cette affaire. Et puis, un petit peu plus tard encore, on a l'affaire Ben Barka, vous savez, cet opposant notoire au roi du Maroc, leader tiers-mondiste reconnu, et qui va disparaître un beau jour à la sortie de la brasserie Libre sur le boulevard Saint-Germain et qu'on ne va jamais retrouver. Là encore, la crime a enquêté sur cette affaire. Si j'avance encore un petit peu, on est maintenant dans l'année 70-80, et c'est les années où arrivent, en France et à Paris en particulier, un certain nombre d'attentats terroristes. L'attentat notamment d'Orly de l'Azala, l'armée secrète pour la libération de l'Arménie en 1981. On a aussi les attentats des NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie populaire. Et puis surtout, on a Action Directe à partir de 1979. Et puis on a aussi d'autres attentats antisémites avec l'affaire de la rue Copernic. Voilà. Et tous ces attentats vont être gérés dans la dimension investigation par la brigade criminelle. J'avance encore un petit peu, on reste à peu près à la même époque, mais il y a aussi des enlèvements très importants. Et on enlève notamment en 1978 le baron Empin, PDG, directeur général de Schneider, du groupe Schneider, héritier également, et dont les ravisseurs vont demander une rançon considérable. Et c'est la crime qui va gérer, qui va parvenir à faire libérer le baron Empin, sans verser la rançon. Alors le baron Empin reviendra une phalange en moins, mais sans verser la rançon. Et cette doctrine, si vous voulez, de ne jamais verser la rançon, on la retrouvera au sein des autorités françaises quelques décennies plus tard, lorsqu'il s'agira de gérer des prises d'otages, sur lesquelles on dit officiellement qu'il n'y a pas de versement de rançon. Lors des enlèvements, comme ça, la crime travaille très régulièrement avec la BRI, cette brigade de recherche et d'intervention que je vais vous présenter maintenant. Cette brigade de recherche et d'intervention, c'est le deuxième fleuron de la police judiciaire finalement. Elle est aussi associée aux affaires criminelles les plus importantes, et notamment l'affaire Messrine, Jacques Messrine, dont je vais en dire un mot. Et puis évidemment, la dernière en date, c'est l'affaire du Bataclan, le carnage du Bataclan. Alors, cette brigade de recherche et d'intervention, elle a une double mission. Elle a d'abord une mission d'intervention en cas d'attaque terroriste, de prise d'otages massive, et elle a aussi une mission de police judiciaire. Autrement dit, elle enquête, elle relève des traces et des indices, elle fait de la collecte de preuves. Et si vous voulez, cette double compétence, c'est ce qui la distingue des autres unités d'intervention de la police ou de la gendarmerie, comme le RAID, qui est une unité d'intervention uniquement. Je rappelle ce que veut dire l'acronyme RAID, Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. Donc c'est la brigade, l'unité d'intervention de la police nationale, mais là, pas d'enquête au sein du RAID. De même pour le GIGN, qui est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui relève de l'armée, pas d'enquête. La mission de la BRI, c'est deux types de missions, l'intervention et l'investigation. Comme toutes les autres brigades, c'est Paris et la petite ceinture. Alors elle a été créée, comme je vous le disais, en 1964, en fait on a fêté l'année dernière son 60e anniversaire, dans un contexte un petit peu particulier de recrudescence des attaques de banques, et notamment aussi de fourgons blindés. Et donc c'est dans ce contexte que naît la BRI, à l'initiative du commissaire François Lemuel, qui est véritablement le fondateur de cette brigade. Alors, la mission qui est confiée à cette BRI, c'est notamment d'investiguer sur les braqueurs présumés en amont, si vous voulez, pour pouvoir les arrêter avant la commission du braquage. C'est véritablement son ADN de départ, et c'est pour ça qu'on va l'appeler pendant très longtemps l'anti-gang. Donc voilà son ADN et sa mission historique. Pour autant,
cette BRI va évoluer dans le temps avec des grandes affaires. Comme chaque fois, dans la police, ce sont des affaires criminelles qui font évoluer les services, les compétences, si vous voulez, de cette brigade. Première affaire, c'est 1972. C'est la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich. Alors ce jour-là, on est en septembre 72. Des athlètes israéliens sont pris en otage par un commando palestinien du groupe Septembre Noir, affilié au Fatah de Yasser Arafat. Cette prise d'otage va se solder par la mort de 11 athlètes israéliens, d'un policier allemand et de 5 preneurs d'otages, et va être un véritable coup de boutoir pour les autorités françaises et pour la police en particulier, parce que cette police va réaliser qu'elle ne dispose pas d'unités expertes et capables de gérer ce type de crise, si vous voulez. Donc c'est là une des premiers événements qui va foncièrement marquer la préfecture de police et la BRI pour évoluer. Et donc, le chef de la BRI de l'époque va proposer de créer une BRI bis, la BRI contre-terrorisme. Elle portera différents noms avant, mais aujourd'hui elle s'appelle la BRI contre-terrorisme, qui est mobilisée en cas d'attaque, si vous voulez. C'est une brigade qui est temporaire, une BRI temporaire qui est mobilisée en cas de force majeure et qui va gérer ce qu'on appelle dans la police les crises aiguës. Dans la BRI, quand il s'agit d'intervenir pour des affaires de terrorisme, on appelle ça faire du noir. On appelle ça aussi les missions noires, si vous voulez. Alors voilà pour cette première affaire criminelle qui a fait évoluer cette brigade de recherche et d'intervention. La deuxième affaire, c'est l'affaire Jacques Mesrine. On est en 1978-1979 et donc je rappelle qui était Mesrine. Donc Mesrine est entré dans les annales judiciaires en 1962. Puis s'en est suivi un certain nombre de cases de banque, de hold-up, de cases de casino, de demandes de rançon après enlèvement. C'est aussi quelqu'un qui va se faire connaître pour être le roi de la belle, puisqu'il va s'évader à de très nombreuses reprises de prison. Il va notamment s'évader en 1978 de la prison de la Santé. Et à la suite de cette évasion, il va donner une interview à une journaliste de Paris Match. Et lors de cette interview, il va dire des mots qui ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il va dire « Je sais que ça se terminera mal, mais je ne me rendrai pas ». Et ça, pour la police, sont véritablement des mots qui vont compter. Alors, j'avance un petit peu. La police, très vite, va loger Mesrine en 1978, dans le 18e arrondissement, et va décider de monter une opération pour le neutraliser. C'est à cette époque-là le commissaire Broussard qui s'en charge, à la tête de 30 opérateurs de la BRI, anti-gang, porte de Clignancourt, comme vous le savez. Et là, évidemment, les mots de Mesrine dans Paris Match vont résonner et ils ne lui laisseront aucune chance. Mesrine était armé, des grenades à son pied, etc. Il va mourir dans cette opération et sa compagne, qui était à ses côtés, sera grièvement blessée. Voilà encore une affaire criminelle qui fait évoluer, si vous voulez, un service de la police judiciaire, la BRI, dans sa doctrine. Autre affaire, elle est beaucoup plus récente, c'est malheureusement, évidemment, le Bataclan. Je ne vais pas m'attarder sur cette affaire puisqu'on préfère ici laisser parler les acteurs. Ils se sont exprimés dans les médias très récemment, évidemment. Juste pour comprendre deux, trois choses, cette affaire du Bataclan, le novembre 2015, il faut savoir que les premiers à rentrer dans le Bataclan, c'est une équipe de la BAC Nuit 75. C'est un commissaire et un policier de la BAC Nuit qui vont neutraliser un des terroristes et donc mettre fin à la tuerie. La BRI va arriver 20 minutes, une demi-heure plus tard, et va, elle, gérer la prise d'otages, si vous voulez, puisque des otages avaient été retenus dans une des coursives, derrière une porte. Le négociateur de la BRI va parvenir à obtenir un numéro de téléphone et à échanger avec les preneurs d'otages, les deux derniers terroristes. Ce négociateur-là, c'est celui qui a négocié avec Koulibaly à l'hypercacher. Et il va très vite réaliser que ça tourne en rond. Et donc la BRI va demander au procureur de Paris et au préfet de police de Paris, qui se trouve boulevard Voltaire à l'extérieur, l'autorisation de donner l'assaut. L'autorisation sera évidemment donnée, l'assaut sera donné, 2 colonnes, la colonne alpha qui mène l'assaut, et puis une colonne de renfort au cas où cette première colonne serait anéantie, qui était prête à prendre le relais, si vous voulez. Voilà comment se termine cette affaire du Bataclan pour la BRI. Là encore, cette idée, et notamment l'affaire Mesrine a compté, si vous voulez, quand il n'y a pas de négociation possible, là on avait véritablement un cas d'espèce, si vous voulez. Alors, cette brigade de recherche et d'intervention, elle se compose de la manière suivante: un état-major, donc un commissaire divisionnaire, un état-major, et puis 2 sections. Une section qu'on appelle la SRI, la section de recherche et d'intervention, dans laquelle on va retrouver toutes les colonnes d'assaut, si vous voulez, et puis une section d'appui opérationnel, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de spécialités. Un mot sur ces spécialités, on va retrouver notamment
tout ce qui est d'abord le pool médical. Alors c'est intéressant le pool médical. Il faut savoir que les médecins qui intègrent les colonnes d'assaut en cas de prise d'otage ou d'attaque terroriste viennent des sapeurs-pompiers de Paris. Ce sont des médecins, des sapeurs-pompiers de Paris qui intègrent les colonnes d'assaut. Autre spécialité, c'est cénophiles, si vous voulez, les chiens. Il y en a beaucoup d'autres. On a le groupe NRBC pour les contextes pollués, c'est-à-dire radiologiques, chimiques, voire radioactifs, qui sont chargés de mettre en place un protocole, un équipement. On a aussi un service d'appui de documentation opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont fournir des photos, des documents pour mener l'assaut, si vous voulez. On va également trouver des dépiégeurs d'assaut. Ce qu'on appelle des dépiégeurs d'assaut, c'est des gens qui sont spécialisés en explosifs et qui vont être capables d'ouvrir une voie. Un groupe VARAP également, un groupe tireur de précision pour les tirs longue distance. Bref, toute une série de spécialités qui vont constituer cette BRI pour tel ou tel type de mission. On a évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, un groupe négociation. Négociation de psychologues et de policiers qui sont formés à la négociation en cas de crise aiguë. Alors, la BRI, c'est évidemment aussi tout un équipement. D'abord, c'est l'équipement de protection individuelle. Alors, on a le gilet pare-balles déjà. Il faut savoir qu'il existe 4 classes de gilets pare-balles. La BRI utilise un gilet pare-balles de classe 4, c'est-à-dire qui résiste au calibre 5,56, c'est-à-dire des fusils d'assaut, des armes de guerre, si vous voulez, l'équivalent des calibres de la Kalachnikov qui est utilisé par les djihadistes et les narcotrafiquants. Ce gilet pare-balles, donc c'est réalisé en Kevlar avec une dotation de plaques additionnelles en métal. Et puis le poids total de ce gilet pare-balles, c'est à peu près 20 kg quand même. On a aussi le casque balistique, casque en titane, 5 kg à peu près, qui résiste aussi à même type de balistique, c'est-à-dire au calibre de guerre. Et puis on a ce fameux bouclier Ramsès dont on a beaucoup parlé et qui a permis à la BRI au Bataclan d'avancer pour faire passer ensuite les otages des ce bouclier. C'est un bouclier Ramsès qui pèse à peu près 80 kg. On le voit ici en photo, vous verrez tout à l'heure si vous circulez dans l'exposition. Il trône aujourd'hui au siège de la BRI, donc au 36 quai des Orfèvres, puisqu'il a reçu évidemment des impacts de Kalachnikov, 27 au total, mais ce bouclier trône au 36 encore aujourd'hui. Alors je précise que cette exposition elle a été montée en collaboration avec toutes ces brigades, et notamment avec les opérateurs de la BRI qui nous ont prêté ces armes. Et on a ici donc évidemment des armes longues, c'est qu'un tout petit échantillon, avec un G36, donc un fusil d'assaut de calibre 5,56, qui a un magasin de 30 cartouches à peu près, qui était en dotation à la BRI jusqu'aux attentats de 2015. Et puis ensuite, cette arme a été remplacée, ce sont des armes de conception allemande, par un fusil plus ergonomique, qui a d'autres avantages, de même calibre évidemment, avec une crosse rétractable qui s'adapte à la morphologie de l'opérateur. Ces armes elles sont dotées de viseurs holographiques, c'est-à-dire que le point de visée est projeté sur la lentille, ce qui permet d'avoir un tir de précision, si vous voulez. Voilà cette évolution des armements entre 2015 et après 2015. La BRI a également prêté au musée ici un Glock 17. Alors, le Glock 17 est une arme de conception autrichienne de calibre 9 mm, c'est un pistolet semi-automatique qui a une caractéristique. Il faut savoir que les Glock, dont on entend souvent parler, est composé d'une partie en acier, la culasse, le canon, et d'une partie en polymère, c'est une partie en plastique très dur, si vous voulez, pour faire simple. Et cette double composition, c'est ce qui permet, lors du tir, d'adoucir le choc du recul, donc de maintenir l'arme et de gagner en précision. Voilà pourquoi ce type d'arme est aujourd'hui en dotation au sein de la police et aussi au sein des unités spéciales, des unités de force spéciale en France. Donc là, on a un Glock 17, c'est l'arme dans la famille Glock la plus longue, donc la plus précise. Et les opérateurs de la BRI sont aussi dotés d'armes plus courtes, de Glock plus courts, qu'on appelle des baby Glock, des Glock 26, qui sont en dotation et souvent portés sur la poitrine, dans des milieux plus confinés, que ça peut être une voiture, etc. etc. Voilà pour l'explication de ces ports d'armes. Pourquoi je vous parle de ces armes? Parce que ça permet aussi de voir l'évolution de l'armement au sein de ces brigades. Puisque là, dans cette vitrine, nous avons un Uzi, une arme de conception israélienne, de calibre 9 mm, c'est-à-dire un calibre pistolet, la même chose que le Glock. Mais là, nous sommes en 1979, dans l'affaire Mesrine, c'était le pistolet mitrailleur du commissaire Broussard. Donc voilà cette évolution, si vous voulez, de ces armes, et par lesquelles on comprend, qui illustrent évidemment la menace, l'évolution de la menace, et donc inévitablement pour la police, ce qui veut dire une évolution de l'armement, évidemment. Cette BRI, elle s'entraîne évidemment, comme vous le savez, très dur. C'est une brigade très exigeante, une brigade d'élite. Elle s'entraîne notamment avec d'autres unités de force spéciales, notamment de l'armée et notamment de la marine nationale. Ici, on a une photo où elle s'entraîne avec le commando Trépel. La marine nationale dispose de 7 commandos marines.
Le commando Trépel est spécialisé dans le contre-terrorisme maritime et donc a travaillé avec la BRI dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques l'année dernière. Voilà ce type de préparation sur lesquels travaille la BRI régulièrement. Intégrer la BRI, c'est évidemment très difficile. Beaucoup de policiers le souhaitent, mais c'est évidemment une brigade qui est très demandée et où il y a très peu d'élus. Le recrutement, la sélection se fait en 3 phases. Comme je vous le disais, la BRI, c'est d'abord une brigade de police judiciaire et donc il y a toute une dimension enquête, procédure. Et la première semaine, eh bien, c'est ce travail qu'on demande aux candidats, d'enquêter, de rédiger des PV, etc., etc., tout un travail administratif, si vous voulez. Et puis, il y a ensuite un travail d'endurance, d'appréhension de la peur, du vide, de la claustrophobie, avec aussi tout ce qui est résistance physique, avec des combats sur ring, combats de Muay Thai notamment. Bref, voilà la deuxième phase de la sélection. Et puis, dernière phase, c'est un stage immersif, en quelque sorte, de 2 semaines, au sein de brigades délocalisées de la BRI, puisque la BRI dispose de plusieurs antennes en province, pour des missions opérationnelles. Voilà l'évolution, si vous voulez, du cursus pour entrer à la BRI. La BRI, comme je vous le disais, elle a été créée en 1964 à l'initiative du commissaire François Lemoelle. François Lemoelle, il est mort il y a 10 ans, renversé par une voiture à Joinville-le-Pont. Mais c'est évidemment resté l'une des figures tutélaires de la BRI et de la police judiciaire en général. C'est aussi lui qui fera tomber les derniers laboratoires de la French Connection, mais je vous en dirai un mot quand on parlera des stupes. La BRI, elle travaille évidemment avec toutes les brigades, plus ou moins, et elle travaille aussi avec la brigade de répression du banditisme. Alors cette brigade de répression du banditisme, elle est intéressante parce qu'elle a aussi des racines très anciennes. Elle a été créée en 1975 pour lutter contre les braquages de banques, les braquages de fourgons blindés, mais elle a des racines, comme je vous le disais, beaucoup plus anciennes. Et on peut remonter à la brigade de voie publique créée en 1894 et qui dépendait à cette époque-là de la Sûreté. Cette brigade de voie publique, elle est intéressante parce qu'elle était chargée à l'époque d'épauler ce qu'on appelait à l'époque les sergents de ville, c'est-à-dire les policiers si vous voulez, pour la délinquance de rue, c'est-à-dire le vagabondage, le vol à l'étalage, mais surtout pour lutter contre un nouveau phénomène de délinquance juvénile qui sera le fait de ce qu'on va appeler les Apaches. Les Apaches qui vont évidemment entrer dans la légende urbaine. Alors il faut quand même dire un mot des Apaches. Ces Apaches, ce sont en quelque sorte les mauvais garçons de la belle époque, et qui sont originaires de l'Est parisien, des hauteurs de Ménilmontant. Alors aussi de ce qu'on appelle aussi à cette époque la zone, avec les fortifs, donc au nord Bessières, au sud le Kremlin-Bicêtre, Ivry, toute cette zone. Et en fonction de leur quartier d'origine, ils se donnent évidemment des noms de bandes. Alors on aura les Loups de la Butte pour Montmartre, les Sautopates de Glacière dans le 13e, les Monts-en-l'Air de Batignolles, bref, on ne va pas faire l'exégèse des noms de bandes des Apaches. Il parle aussi un argot, fidèle à cette tradition des voyous, comme Vidocq. Et il y a un mot qui revient assez souvent dans leur conversation, c'est la renifle. Alors que veut dire la renifle, à votre avis? La renifle? Non, la renifle c'est le policier. La renifle c'est le policier, un peu fouineur si vous voulez. Alors, c'est donc cet argot des Apaches. Alors évidemment le pédigré des Apaches est important. Ce sont d'abord des rixes au couteau, beaucoup pour des rivalités amoureuses. Ça inspirera le film Casque d'or évidemment. C'est aussi des guerres de territoire, de la violence gratuite. Et puis des viols, certains sont proxénètes. Et puis au quotidien, pour gagner de l'argent, ils pratiquent ce qu'ils appellent eux-mêmes dégringoler un pente. Dégringoler un pente, ça veut dire détrousser un bourgeois, lui voler sa montre à gousset ou sa femme, le collier, les boucles d'oreilles, etc. Voilà ce qu'ils pratiquent au quotidien pour gagner de l'argent. C'est aussi toute une mode vestimentaire un peu atypique, c'est la casquette à pont, le petit foulard noué autour du cou, les espadrilles, ils arborent rouflaquettes, tatouages sous l'œil, sur la joue gauche, bref, c'est aussi tout ce folklore en quelque sorte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça correspond aussi à la naissance de la presse à grand tirage. Évidemment, on est à l'aube du XXe siècle, on a des journaux comme le Petit Journal, le Petit Parisien, avec leurs suppléments illustrés, qui sont magnifiques à l'époque. On en a quelques exemples là, avec cette une. Alors je vous lis la légende, qui est quand même pas mal. L'Apache et la plaie de Paris, plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville. Donc voilà cette idée qu'on véhicule la presse à l'époque et qu'on retrouvera aussi aujourd'hui, c'est-à-dire finalement que cette délinquance, elle fait les beaux jours de la presse à l'époque déjà, si vous voulez. Il y a un autre journal important de l'époque, c'est Le Matin, qui va titrer que finalement ces Apaches sont devenus, au même titre que la Tour Eiffel et les Invalides, une curiosité parisienne, si vous voulez.
Donc là, on a sur cette une un Apache géant avec son surin, c'est-à-dire son couteau qui menace un policier. Parmi les armes de prédilection des Apaches, on a évidemment le couteau, le rasoir, le poing américain déjà, la bague de laiton énorme, et on a surtout leur arme de prédilection, l'os de mouton, qui est un os plat, acéré et qui est une arme létale évidemment. Ce phénomène des Apaches, il va finalement bien disparaître à peu près au moment de la Grande Guerre, 1914-1918, tout simplement parce que beaucoup de ces voyous vont tomber au champ d'honneur. Alors, la brigade de répression du banditisme, elle est l'héritière de cette brigade de voie publique qui luttait contre les Apaches. Elle a d'ailleurs aujourd'hui un peu les mêmes prérogatives pour ce qui concerne la délinquance juvénile et la délinquance de rue, mais elle a d'autres prérogatives. Son spectre s'est élargi et elle traite aujourd'hui de plusieurs crimes. 3 sections donc à la BRB. D'abord, tout ce qui est attaque de banque et attaque de fourgon, première section. Ensuite, une deuxième section dans laquelle on va retrouver les vols par effraction, la délinquance itinérante, le vol de fret, tous ces genres de vols. Et puis une troisième section dont on a parlé récemment, qui concerne les œuvres d'art, le vol des œuvres d'art dans les musées et chez les particuliers. On a évidemment parlé de la BRB à l'occasion du casse du Louvre. On va y revenir. Bref, voilà ces 3 sections qui composent la BRB. Là aussi, ça s'articule toujours avec un commissaire divisionnaire, un adjoint et un état-major. Cette BRB, elle est associée à des grandes affaires. Et la première grande affaire qui a fait parler d'elle, en quelque sorte, c'est le gang des postiches. On est dans les années 80-85. Un gang de 8 personnes commet un certain nombre de braquages. 30 au total, vont dévaliser près de 1000 coffres pour un butin conséquent. Et à chaque fois, ils changent d'apparence, en se grimant en faux rabbins, en diplomates russes, en portant des perruques, des fausses moustaches, des fausses barbes, en mettant des masques tout droit sortis des magasins de farce et attrape. Et évidemment, c'est pour ça qu'on les appelle le gang des postiches. C'est un gang qui va beaucoup amuser finalement l'opinion publique et la presse notamment, puisque jusque-là, le sang n'a pas coulé finalement. Et puis qu'ils font montre d'un certain humour, puisque au lieu de crier et de hurler tout le monde à terre, c'est un hold-up quand on rentre dans une banque, ils disent tout simplement, pas de panique, c'est un contrôle fiscal. Donc ça va amuser la population, ça ne va pas amuser très longtemps, puisqu'en 1986, le sang va couler cette fois, dans le 16e arrondissement, rue du Docteur Blanche, et ce jour-là, un policier va être tué, et un des braqueurs va être tué. C'est un peu la fin du gang du postiche, évidemment, mais c'est surtout pour la police, là aussi, un camouflet, puisque la police n'a pas réussi, si vous voulez, à neutraliser le gang des postiches tout au cours de leur saga. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire du gang des postiches, elle va déboucher aussi sur un autre phénomène, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est celui de la guerre des polices, des ripoux, etc. Mais là, ça ouvre vraiment un autre chapitre. Autre affaire sur laquelle va travailler la BRB, c'est le dossier Action Directe. Le dossier Action Directe, c'est étonnant parce qu'il s'agit de terrorisme. Vous me direz pourquoi finalement ça ne revient pas à la CRIM, puisque la CRIM investigue sur le terrorisme. Eh bien tout simplement parce qu'Action Directe, je vais en dire un mot tout à l'heure, a commis dans les années 80 à Paris et en région parisienne un certain nombre de braquages pour financer ses cavales, ses planques, ses armes. Et donc c'est à ce titre-là finalement que la BRB va enquêter sur Action Directe. L'Action Directe va d'ailleurs se venger de la BRB pour cette implication dans leur traque en faisant sauter le centre de la BRB qui se situait à cette époque quai de Gesvres. Il faut savoir que les services de la PJ n'étaient pas tous domiciliés au 36. Certaines brigades étaient domiciliées, notamment quai de Gesvres, c'est le cas de la brigade des mineurs et notamment de la BRB. À cette époque-là, dans cet immeuble de la BRB, on rentrait comme dans un moulin, puisqu'il y avait aussi des services administratifs dans lesquels les gens pouvaient rentrer pour retirer leur pièce d'identité, si vous voulez. Un mot sur Action Directe, c'est un groupe d'extrême gauche qui est né dans l'après 68 sur le modèle d'autres groupes de lutte armée qui avaient éclos en Europe de l'Ouest, comme la bande Abadère, les fractions armées rouges, mais aussi les cellules communistes combattantes, les brigades rouges évidemment en Italie, et qui avaient choisi donc la lutte armée pour lutter contre le système capitaliste et l'impérialisme au sens large. Alors, Action Directe, c'est à peu près 200 membres tout au long de cette saga, avec un état-major d'une dizaine de personnes. Dans un premier temps, ils vont commettre des attentats symboliques. Ils vont notamment rafaler le siège du syndicat patronal de l'époque, le CNPF. Et puis, ces attentats vont mal tourner puisqu'il y aura des assassinats de policiers. Et puis, il y a surtout en 1985 l'assassinat du général Audran, directeur général de l'armement, qui est assassiné par 2 femmes, Nathalie Médigon et Joëlle Aubron, qu'on a là sur une affiche de la police judiciaire, et qui vont donc assassiner Audran. Un an plus tard, elles vont assassiner le PDG de Renault, Georges Besse, en 1986, en prenant le nom du commando Pierre Auvernais pour se nommer.
Pierre Wener, qui était un militant maoïste qui avait été tué à la Régie Renault en 72, et donc elles vont vouloir venger cet ouvrier, et elles vont tuer donc le PDG de la Régie Renault. Action Directe va tomber en 87 à Vitry-aux-Loges, où ils se sont réfugiés dans une petite ferme. Ils vont être dénoncés par des voisins. Et à cette époque, cette petite ferme abrite véritablement tout l'état-major d'Action Directe. Régis Schleicher, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménégon, Joël Aubron, etc., qui véritablement ont fait la une de la presse à cette époque-là. On entendait parler d'eux beaucoup dans les années 80. Et donc le groupe tombe par le RAID qui les neutralise. Le RAID qui a été créé 2 ans plus tôt, en 85, par des anciens de la BRI d'ailleurs. Les 2 femmes d'Action Directe, Nathalie Ménégon et Joël Aubron, vont finalement être jugées, condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, et finalement être libérées en 2008 pour des raisons de santé. Voilà pour cette affaire et ce dossier Action Directe qui a mobilisé cette BRB. J'avance un petit peu et on arrive à cette 3e section consacrée aux œuvres d'art. Je ne vais pas rentrer pareil dans le détail des affaires de vol de bijoux dans les musées, mais il faut savoir que cette BRB a travaillé évidemment sur l'affaire du Louvre. Il faut savoir que l'affaire du Louvre, le casse du siècle, est le dernier d'une longue série. Les casses de musées sont fréquents. Si on remonte à l'année dernière, en 2024, on a le cambriolage, le braquage du musée Cognac-Jay dans le Marais, qui est spécialisé dans les œuvres d'art du XVIIIe siècle. 4 gars sont arrivés en scooter avec des haches et sont repartis avec des objets de grande valeur qui appartenaient à la collection du Louvre et à la collection royale britannique. Un pactole énorme. On a retrouvé quelques-uns de ces objets de valeur, mais ces braquages sont très courants. On a aussi celui du Muséum d'histoire naturelle, avec ce vol de pépites. On a aussi en province d'un vol d'un musée de porcelaine. Bref, véritablement, le casse du Louvre n'est que le dernier d'une longue série. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus parce que de la même chose, on a beaucoup entendu parler de cette affaire à la télé, à la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans toutes les affaires de vol de bijoux, il y a une destination où se rendent les agents de la BRB systématiquement, c'est Anvers. Anvers qui est non seulement la plaque tournante des diamants, mais qui est aussi la plaque tournante du trafic, et notamment de la dissimulation des bijoux volés, or fondu, pierres poncées, etc. Il faut savoir que dans l'affaire Kim Kardashian, donc je vais évoquer tout à l'heure, eh bien une des bagues à 4 millions d'euros est passée, on sait qu'elle est passée par Anvers, mais on n'en a jamais retrouvé la trace. Alors, cette affaire Kim Kardashian, pour finir sur une touche plus rigolote, elle date de 2016. Kim Kardashian est une bimbo et influenceuse californienne qui est venue à Paris dans le cadre de la Fashion Week. Et si vous voulez, en rentrant chez elle, rue Tronchet, dans le 8e arrondissement, dans son hôtel particulier, a été victime d'un homejacking. 3 personnes se sont fait passer pour des policiers, des faux policiers, et l'ont dépouillé de ses bijoux pour un montant de 10 millions d'euros à peu près. Alors, la BRB qui est en charge de cette affaire se rend sur place. Elle va très vite balayer l'hypothèse d'une fraude à l'assurance puisque Kim Kardashian va montrer de l'empressement à rentrer aux États-Unis. Par contre, leurs soupçons vont se poser sur le gardien de nuit de l'hôtel particulier. Et puis cette BRB va mener une enquête très rapidement en utilisant tous les moyens dont elle a à ses dispositions. Alors les moyens traditionnels, ce sont les moyens de surveillance si vous voulez. On a en vitrine un téléobjectif qui n'est plus tout à fait utilisé, si vous voulez, celui-ci appartient aux renseignements généraux. Mais d'autres méthodes beaucoup plus modernes ont été utilisées par la BRB. Ce sont évidemment la téléphonie, les vidéosurveillances et puis l'ADN aussi, évidemment. Autrefois, on était dans les SOUM et on surveillait les SOUM. Ce sont évidemment ces véhicules banalisés qu'on appelle des sous-marins, des SOUM. Mais ce sont des méthodes qui sont beaucoup moins utilisées. Alors, voilà pour cette BRB qui est une brigade qui attire beaucoup moins finalement aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que son cœur de métier, les braquages de banques, sont beaucoup moins nombreux puisque l'argent, en quelque sorte, n'est plus dans les banques. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, une directive de la Banque Centrale Européenne a décidé de réduire énormément le volume d'espèces dans les banques pour éviter les fraudes et les braquages. Et puis il y a une deuxième affaire, une deuxième raison importante, c'est la lourdeur de la procédure pénale qui concerne tous les policiers et qui détourne évidemment les jeunes policiers de la police judiciaire, de l'investigation. C'est une crise de l'investigation véritablement qu'on vit aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier phénomène important, c'est que toute cette voyoucratie
Haïti, à la papa, si on peut la nommer ainsi, a véritablement tiré sa révérence. Aujourd'hui, ce que les policiers eux-mêmes appelaient les beaux mecs, c'est-à-dire des voleurs, des cambrioleurs, des braqueurs avec une certaine déontologie, ont passé la main et on retrouve finalement des gangs ultra-violents, sans éthique, sans honneur, et qui véritablement ont changé, si vous voulez, le visage de la criminalité et donc aussi, évidemment, posent des problèmes de recrutement au sein de la BRB. Je vais vous présenter la brigade des stupes, qui est une brigade véritablement très importante, puisqu'elle a aussi une histoire très ancienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette brigade des stupes, elle a été créée en 1989, mais qu'elle a une histoire, comme je vous le dis, plus ancienne. Elle a 3 missions principales. Première mission, c'est d'abord l'investigation, investiguer sur les réseaux. Et ça, notamment avec d'autres services, en collaboration avec d'autres services. Ça peut être, par exemple, le renseignement des douanes. Vous savez que le renseignement des douanes fait partie des 4 services qui appartiennent à la communauté du renseignement, véritablement un service très important, il s'agit de stupéfiants. Deuxième mission, c'est une mission de répression. On casse les trafics, on saisit des drogues. C'est la deuxième type de mission de cette brigade des stupes. Et puis, troisième type de mission, c'est la prévention, auprès notamment de la jeunesse, sur les risques que peut représenter l'usage des drogues douces ou drogue dure, drogue douce, cannabis, drogue dure, héroïne, cocaïne et surtout aujourd'hui drogue de synthèse, c'est-à-dire ecstasy, MDMA, kétamine, etc., qui se retrouvent et qui se consomment plus exactement sous forme de poudre, de capsules, de petits buvards à mettre sur la langue et ces choses-là. Voilà ces 3 missions de la brigade des stupéfiants. Par la nature de ces missions, elle a évidemment aussi à travailler avec des services étrangers et donc elle a une dimension internationale. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une des grandes affaires des stupes, c'est le démantèlement de la French Connection. La French Connection, c'est un terme qui désigne tous les acteurs qui ont participé à l'exportation d'héroïne de la France jusqu'aux États-Unis, et ça depuis les années 30 jusqu'aux années 70-80. Alors, leur réseau était basé à Marseille. Le schéma du trafic, c'était le suivant. La morphine base, qui est un dérivé de l'opium, si vous voulez, était importée d'Indochine, d'Indochine française, et ça jusqu'à la chute de Dien Bien Phu, si vous voulez, jusqu'à la fin de l'Indochine française. Après, elle sera importée de Turquie et de Syrie, jusqu'en France. Et en France, dans les labos de la cité phocéenne, elle était transformée en héroïne, puis expédiée vers les États-Unis. Pendant très longtemps, la French Connection va être la principale fournisseur d'héroïne aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils fournissent une héroïne de très haute qualité, quasiment pure, qu'on va appeler la double zéro. Ce n'est pas étranger non plus au fait que pendant très longtemps, les autorités françaises vont se voir reprocher par les autorités américaines un certain laxisme, voire de connivence avec ces trafiquants. Affirmation qui n'est pas sans fondement, en fait, il faut le dire, puisqu'on sait aujourd'hui que pendant très longtemps, une partie des opérations militaires en Indochine, pendant la guerre d'Indochine, a été financée par le trafic d'opium, et donc inévitablement, des réseaux se sont constitués, ont continué à exister, en France cette fois, longtemps après la guerre. Pour autant, dans les années 60-70, dans le sillage de la contre-culture musicale, psychédélique, on va assister à une diffusion de la consommation, une explosion de la consommation d'héroïne aux États-Unis et donc à une explosion des overdoses dans les grandes villes américaines. Et donc le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, va taper du poing sur la table et demander aux autorités françaises de faire tomber la French Connection. Ça va être chose faite et c'est un certain François Lemuel, le fondateur de la BRI, qui va faire tomber les derniers labos de la French Connection à Saint-Maximin en 1980-1980. Vous voyez que c'est très tardif finalement. Cette histoire de la French Connection, c'est évidemment une affaire tentaculaire et pour laquelle les stupes de Paris sont descendus à Marseille. Il faut savoir comment ça s'est un petit peu passé, l'articulation aussi entre les services. Véritablement, ce sont les stupes de Paris qui sont descendus à Marseille. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre affaire qui est beaucoup plus récente, plutôt d'une autre mission, opération, c'est l'opération PlaceNet XXL qui date de 2023, qui a été voulue par Gérald Darmanin à l'époque, pour casser les réseaux et restaurer l'ordre. Pourquoi ? Petite incise là aussi, le narcotrafic. Le chiffre d'affaires, fourchette basse, c'est 3 milliards d'euros, fourchette haute, c'est 7 milliards d'euros en France. Et donc on comprend qu'il y a un certain nombre de règlements de compte. Et ces règlements de compte font des victimes, mais pas que des victimes au sein des gangs et des truands, mais aussi des victimes qui n'ont rien à voir avec ces affaires. Et c'est 14 personnes qui ont perdu la vie l'année dernière et qui n'avaient strictement rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Une vingtaine de blessés, pareil, complètement étrangers à ces trafics.
On a l'exemple en 2024 d'une jeune fille, une jeune étudiante brillante, Sokaina, qui travaillait chez elle à Marseille dans sa chambre et qui a été tuée par une balle perdue. Donc vous voyez toute l'importance de la lutte contre le narcotrafic aussi. J'avance un petit peu maintenant pour faire un point sur l'histoire de cette brigade des stupes qui est passionnante. Si on veut comprendre l'origine des stupes, il faut remonter au XIXe siècle avec l'apparition d'un des grands vices de la Belle Époque, c'est-à-dire la consommation d'opium. Alors l'opium arrive en France par la mer, rapporté, si vous voulez, par des fonctionnaires coloniaux ou des officiers de marine qui ont fréquenté les fumeries à Saigon, à Hanoï, et qui ont flirté avec ce qu'on appelle la fée noire, c'est-à-dire l'opium. Et donc cet opium va arriver d'abord dans les grands ports français, Cherbourg, Toulon, Marseille, Brest, et puis inévitablement ça va toucher Paris. Et la presse parisienne, la presse nationale même, va s'en alarmer, va faire des unes comme celle-ci, une du petit journal où on voit ces fumeries un petit peu fantasmagoriques. Et il faut savoir qu'à cette époque, Paris compte près de 300 fumeries d'opium. Mais ces fumeries sont dissimulées, implantées dans les maisons closes, les maisons de tolérance. Ce qui explique que pendant très longtemps, le service de police qui était chargé de la lutte contre les stupéfiants n'était qu'un service, une petite section de la brigade mondaine. Voilà. Alors j'avance un petit peu pour que vous compreniez ce qui va se passer à ce moment-là. On avance jusque dans les années 80 et là on a une explosion d'une consommation et d'un trafic de nouvelles drogues, notamment les drogues de synthèse avec le crack et l'ecstasy. Et en 89, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe, va réaliser qu'il est véritablement nécessaire de créer une brigade entièrement dédiée, si vous voulez, aux stupes. Et donc il va scinder cette brigade mondaine en deux entités que vont devenir la brigade des stupes et la brigade de répression du proxénétisme. Un mot pour conclure sur cette brigade des stupes et faire un petit peu de sémantique. Vous savez que les stupéfiants désignent toutes les drogues interdites, mais qu'évidemment toutes les drogues ne sont pas interdites, puisqu'il y a des drogues aussi dans les médicaments. Et ça date depuis l'Antiquité, ça remonte à Hippocrate, il prescrivait de la belladone, de la mandragore pour soigner certains maux, déjà à cette époque. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la brigade des stupéfiants, elle a aussi à gérer le trafic de médicaments, de lutter contre le trafic illégal de médicaments, et notamment le trafic qui a lieu dans le cadre d'un dopage. Alors là, il faudrait remonter à d'autres affaires, comme l'affaire Festina dans les années 90, 97-98, donc c'est une équipe de cyclisme qui se dopait, on a perquisitionné de l'EPO, je rappelle ce que c'est que l'EPO, c'est une molécule qu'on sait fabriquer artificiellement, qui permet de stimuler la création de globules rouges, et donc d'augmenter les capacités musculaires. Et donc véritablement, encore dans ce type d'affaires, c'est la brigade des stupes qui est en charge, si vous voulez, ce type de mission. Je passe à la brigade de répression du proxénétisme. Cette brigade de répression du proxénétisme, qui est donc une scission de la mondaine, aujourd'hui, elle a trois types de missions. D'abord, c'est la lutte contre le proxénétisme. C'est important, très important. Ensuite, c'est la surveillance de la prostitution. Et puis, dernière mission, c'est la protection des personnes victimes des réseaux. Alors, autrement dit, aujourd'hui, on se focalise davantage, principalement, sur l'entourage criminel de la prostituée, et non sur le jugement moral ou sanitaire de l'activité. Autrement dit, aujourd'hui, c'est la lutte contre le proxénétisme qui justifie la totalité des contrôles policiers. Pourquoi? Parce que finalement, le regard de la société sur la prostitution, et ça depuis les années 60 à peu près, a changé. La perception, on pourrait dire sociologique finalement, a évolué sur la prostitution, et ça aux yeux de la loi, mais aussi évidemment aux yeux de la police. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, plusieurs facteurs, et d'abord l'évolution des mœurs, puisque dès les années 60, on a la revendication des femmes sur leur corps, mais on a d'autres lois, la loi Veil, le remboursement de la pilule, etc., qui vont jouer un rôle là-dedans, ce qui n'est pas négligeable. Et puis dans un tout autre registre, on a une certaine mansuétude aussi à l'égard de pratiques comme le nu intégral dans les cabarets, qui devient autorisé, si vous voulez. Alors, toutes ces évolutions, elles vont jouer sur le statut légal de la prostituée. Je vous disais que les choses changeaient à partir de 1960. En fait, les choses changent dès 1930-1935. Pourquoi? Parce qu'on ferme la prison Saint-Lazare. La prison Saint-Lazare, c'était une prison où l'on amenait les prostituées lorsqu'on les raflait pour qu'elles soient enregistrées, soignées. Elles étaient en détention pendant une quinzaine de jours, en général, avant de retrouver leur activité. Premier acte, finalement, de cette évolution du statut légal de la prostituée. 1946, c'est la fermeture des maisons closes.
hein, avec la loi Marthe-Richard. Marthe-Richard était une prostituée qui, si vous voulez, a porté ce projet de loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les maisons closes ne protégeaient pas du tout la prostituée. Dans les maisons closes, la prostituée ne bénéficiait d'aucun statut. Elles étaient vendues, revendues, passées à tabac. Et donc la fermeture des maisons closes a véritablement été une aubaine pour ces filles. Il existe à peu près 177 maisons closes à Paris. La plupart, la grande majorité étaient des garnis absolument sordides, mais il existait des maisons closes sélectes, pour une clientèle étrangère, de politique également. On avait le Chabanel, le One-Toutou, le Sphinx, la rue de la Gaîté, on avait ce genre d'établissement aussi. Et voilà pour 1946. Alors, les choses évoluent ensuite, en 1950, puisqu'on a un abaissement de la répression dans les faits aussi, tout simplement. Et puis 1955, le délit de racolage, si vous voulez, qui était passible d'une peine de prison de 5 ans, devient une simple amende. Tout ça va jouer pour qu'en 2004-2010, finalement, le statut de la prostituée passe de celui d'accusée à celui de victime. On est en 2010, véritablement, cette évolution. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, cette histoire de la prostitution, elle ne date pas d'hier, puisque la prostitution, qu'elle ait été légalisée, autorisée ou interdite, a toujours existé dans les sociétés humaines. On sait qu'à Paris, elle existe depuis plus de 1200 ans. Au IXe siècle, Charlemagne avait déjà essayé de chasser les prostituées en les menaçant de flagellation. Plus tard, au XIIIe siècle, Saint-Louis, lui, va expulser les prostituées en dehors de l'enceinte Philippe-Auguste. Vous savez que Paris a toujours été enserré par des enceintes pour délimiter la ville et protéger la ville. 7 enceintes au total jusqu'au XIXe siècle. Saint-Louis va rejeter les prostituées en dehors de cette enceinte. Et vous savez peut-être, c'est de cette époque que vient le nom bordel. Pourquoi ? Parce que les prostituées se fabriquaient des petites maisons, des petites baraques en bordure de Seine et en bordure d'enceinte que les clients appelaient des bordes et les tenancières des bordelières. Voilà. Paris, à cette époque, c'est très petit. C'est l'île de la Cité pour le cœur politique et religieux, avec le Parlement de Paris et la cathédrale Notre-Dame, Sainte-Chapelle évidemment. Au sud, le quartier de l'Université, ce qu'on appelle le quartier latin. Au nord, la place du Châtelet, c'est le quartier commerçant. Voilà Paris à cette époque. Donc voilà pour resituer et recontextualiser dans son historicité, si vous voulez. Alors, un petit peu plus tard, Louis XV, lui, il va prendre des mesures. Avant lui, Louis XIV avait déjà pris des mesures pour contrôler la prostitution, avec notamment cette création de la lieutenant générale de police dont je vous ai parlé en introduction. Cette lieutenant générale de police va créer une brigade qu'on va appeler à l'époque la brigade des demoiselles et qui va être chargée de faire respecter la loi concernant les prostituées. Et cet édit royal concernant les prostituées, elle stipule que les filles ne doivent pas se rapprocher à moins de 2 lieues de Versailles. C'est l'époque où la cour est transférée du Louvre à Versailles. Et donc elles ne doivent pas s'approcher de Versailles à moins de 2 lieues sous peine de peine corporelle. Et aux prostituées, on leur coupait le bout du nez. Voilà la sentence qui attendait ces prostituées qui venaient aguicher les soldats à proximité de Versailles. Louis XV, je vous en parlais tout à l'heure, va continuer sur cette voie en créant le bureau de la discipline des mœurs, qui va être chargé lui aussi de contrôler la prostitution. C'est intéressant parce que cette notion de mœurs, finalement, on va la retrouver un petit peu plus tard en 1901 avec la création de la brigade mondaine. Voilà, cette brigade mondaine qui va exister jusque dans les années 80 finalement. Alors voilà pour cette évolution de la prostitution à cette époque. La tendance aujourd'hui au sein de cette brigade, qui sont les chiffres que donne cette brigade, c'est que 30 à 40% aujourd'hui de la prostitution est issue de la prostitution des quartiers, des cités. Proportion aussi importante de la prostitution dans l'immigration, avec une prostitution nigériane, chinoise, sud-américaine, très importante. Concernant la prostitution masculine, qui a toujours existé, elle est maintenue, si vous voulez, entre 12 et 13% à peu près. Voilà pour les grandes tendances de la prostitution. Sur l'organisation de la brigade de répression du proxénétisme, elle fonctionne comme toutes les autres brigades. Elle a 4 sections, 3 sections qui luttent contre le proxénétisme et une 4e qu'on appelle le groupe Cabaret et qui est chargée du contrôle et de la surveillance des établissements de nuit. C'est pour ça qu'on appelle le groupe Cabaret. Voilà pour cette brigade de répression du proxénétisme qui a eu à sa tête une grande policière, Martine Monteil. Martine Monteil a pris la direction de cette brigade pendant un certain temps. La brigade s'est féminisée sous sa présence et Martine Monteil prendra aussi la direction d'autres brigades célèbres comme la brigade de répression du banditisme et deviendra une des patronnes de la PJ aussi juste après. Je vais vous parler de cette brigade qui est peut-être la moins connue
finalement, c'est la brigade d'exécution des décisions de justice, la BEDJ. La BEDJ, elle est surnommée les French Marshals. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a comme mission principale d'appréhender les condamnés à des peines de prison qui ont pris la fuite. C'est l'une de ses principales missions, ce n'est pas la seule. Elle a d'autres missions, comme celle d'enquêter notamment sur les demandes de liberté conditionnelle. Elle s'assure aussi que les personnes qui sont inscrites au fichier des délinquants sexuels respectent bien leurs obligations. Et puis, elle veille aussi aux personnes qui sont sur surveillance judiciaire, sur contrôle judiciaire. Voilà ces types de missions. Je ne rentre pas dans le détail de toutes ces missions. Je vais simplement vous parler de celles qui concernent le fait d'appréhender, si vous voulez, les personnes, les criminels qui ont été condamnés à des peines de prison et qui ne se soumettent pas finalement à leurs obligations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, les personnes condamnées peuvent échapper finalement à la prison. Comme vous le savez, un certain nombre de personnes qui sont condamnées à des peines de prison ferme parviennent à se soustraire à la police et à la justice, soit en ne répondant pas à la convocation du juge, soit en changeant d'adresse. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que lorsqu'une personne est condamnée, elle n'est pas forcément incarcérée ou prononcée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Elle peut rentrer chez elle et puis avoir comme contrainte, évidemment, de pointer ou de se rendre à la convocation du juge. C'est pour ça que certaines personnes échappent à la peine de prison lorsqu'elles doivent les faire. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 peines de prison qui sont en demande, en attente d'exécution. C'est énorme. Alors, ces personnes, eh bien, pour les rechercher, on fait appel d'abord aux huissiers de justice. Le parquet mandate les huissiers de justice, leur fournissent la dernière adresse connue du condamné et les huissiers de justice se rendent au domicile connu de cette personne pour lui stipuler son jugement, sa condamnation. Si la personne n'est pas là, si elle a pris la poudre d'escampette, eh bien, le parquet va inscrire cette personne, ce condamné, au FPR, le fameux fichier des personnes recherchées. Le FPR, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 personnes, à peu près. Et c'est à la suite de cette démarche, cette procédure, qu'on fait appel à la BEDJ. Et la BEDJ, elle, va investiguer, je vous rappelle que c'est une mission de police judiciaire, pour retrouver ces personnes. Et une fois qu'elle les retrouve, eh bien, elle les interpelle. Et pour les interpeller, eh bien, elle dispose des mêmes qualités, des mêmes équipements que toutes les brigades. Pour les cas un peu sensibles, par contre, son bras armé, ça reste la BRI, toujours. Mais on voit ici sur la photo, eh bien, deux opérateurs de la BEDJ avec un bélier, à peu près 30 kg, ce genre de bélier, on en a ici dans l'exposition. Les opérateurs de la BEDJ appellent aussi ce matériel le toc-toc-toc, on prend l'idée, pour forcer évidemment les portes des condamnés en fuite. Alors, cette brigade, je vous le disais, c'est peut-être aujourd'hui la moins connue de la police judiciaire, la plus discrète et la moins connue. En revanche, une dont on n'a pas entendu parler très récemment, c'est cette brigade de protection des mineurs. Et maintenant, c'est par cette brigade que je vais conclure cette présentation des 7 brigades centrales. Cette brigade de protection des mineurs, elle a pour mission principale la protection de l'enfance et de l'adolescence. Des agressions sexuelles en matière de crimes sexuels, si vous voulez. C'est elle qui investigue pour arrêter les auteurs de ces faits. Elle a 4 missions principales aujourd'hui. D'abord, je vous l'ai dit, ces agressions sexuelles, inceste, viol, etc., dans le cadre familial, mais aussi en dehors du cadre familial, dans un cadre institutionnel. Ça peut être éducatif, sportif, religieux ou autre. Autre mission qu'elle a, c'est aussi de protéger les jeunes adolescents de la prostitution de réseau, si vous voulez, qui est un phénomène en pleine expansion. Encore une mission qu'elle exerce, c'est celui de gérer les enlèvements inquiétants et les enlèvements parentaux notamment. Et puis enfin, tout ce qui est diffusion et utilisation d'images pédopornographiques sur le net. Voilà les 4 grandes missions de cette brigade de protection des mineurs. Ce qu'il faut savoir, alors je ne rentre pas dans le détail de ces 4 missions, je vais simplement dérouler un petit peu les différentes phases d'une situation, d'une affaire dans laquelle il y a eu une agression sexuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une agression sexuelle, eh bien les enquêtrices de cette brigade de protection des mineurs, il faut savoir que c'est la brigade la plus féminisée des brigades centrales et de la police judiciaire. C'est véritablement une brigade où il y a 70% de femmes, avec un turnover important compte tenu de la difficulté aussi de ce travail. Ce sont des femmes qui vont mener des auditions sur les victimes potentielles. Ces auditions, elles durent en général pas plus de 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, eh bien, on va écouter l'enfant, on va lui poser des questions. Ça se passe de la manière suivante. Dans une pièce, une enquêtrice va poser des questions à l'enfant, sans brusquer l'enfant, évidemment, en lui posant des questions toujours ouvertes pour ne pas orienter, évidemment, les réponses de l'enfant.
Derrière une vitre sans teint se trouve une deuxième enquêtrice équipée d'une oreillette qui va pouvoir aussi aiguiller, si vous voulez, l'audition et eh bien, aider aussi sa consoeur, si vous voulez, à mener l'audition. Et puis il y a une troisième personne, c'est une psychologue qui, elle, va interpréter le langage corporel, la gestuelle de l'enfant pour voir ce que l'enfant a pu subir. Et notamment pour ça, on lui met entre les mains eh bien, des poupées sexuées, garçons et filles, pour savoir ce que l'enfant a pu éventuellement subir. Voilà pour les types d'auditions qui sont menées par cette brigade de protection des mineurs. Alors, cette brigade de protection des mineurs, elle a évidemment une histoire ancienne aussi, un petit peu moins ancienne que les autres, mais quand même, elle naît véritablement en 1933. À cette époque, eh bien, 2 postes d'assistante sociale auxiliaire de police sont créés au sein de la police municipale parisienne. Et ces 2 agents assistantes sociales ont pour mission eh bien, d'enquêter sur la jeunesse dans les rues. C'est la première étape. Elles sont recrutées parmi les assistantes sociales diplômées d'État à l'époque. Et puis un petit peu plus tard, on est sous l'occupation en 1942. Leur chiffre est augmenté. On passe à 20 assistantes sociales auxiliaires de police. Et elles constituent alors une petite section de la brigade mondaine, chargée eh bien, de ce qu'on appelle à l'époque les mineurs en danger moral. Et puis un an plus tard, eh bien, elle s'autonomise en quelque sorte et crée la brigade de protection des mineurs avec ses prérogatives actuelles. Vous voyez cette évolution encore dans le temps de cette brigade et de son histoire. Si on revient sur le statut de l'enfant, parce que c'est quand même ça qui est important lorsqu'on cherche à comprendre la naissance d'une brigade et la naissance d'un service, il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'enfant est considéré comme un petit adulte. Autrement dit, eh bien, avant d'être protégé, il est d'abord puni. Dans un contexte où il y a quand même une criminalité juvénile, il faut savoir que, eh bien, en 1900 à peu près, on compte pas moins de 20 000 enfants criminels. Alors, il y a des affaires qui sont connues, notamment un crime qui se passe dans l'Aveyron, à Firmin, l'assassinat d'une petite fermière par 2 jeunes adolescents, un crime sauvage, et qui va là aussi défrayer la chronique. Alors et ça c'est une véritable réalité. Pour autant, très vite, 1826, on est sous Charles X, eh bien, on va vouloir différencier les peines appliquées aux enfants, aux jeunes, des peines appliquées aux adultes. Et c'est sous Charles X qu'on va créer une prison pour enfants, une prison pour jeunes, la Petite Requête, qui est une prison qui faisait face quasiment à la Grande Requête, prison pour hommes et pour femmes, si vous voulez. C'est censé apporter, si vous voulez, un traitement de nuance pour la jeunesse. Pour autant, on sait que le traitement réservé aux adolescents à la Petite Requête était effroyable. C'est 12% de mortalité, des enfants qui deviennent dingues très souvent. Véritablement, les conditions de détention sont très dures. Et cette situation va indigner une partie de l'opinion, et notamment les médecins. Les médecins qui vont donc faire évoluer ce statut de l'enfant à la fin du 19e, début du 20e, et donc aboutir eh bien, à la création de cette brigade quelques années plus tard, en 1943, si vous voulez. Alors, cette brigade de protection des mineurs, comme toutes les brigades, elle a son logo, son emblème. Ici, c'est une louve qui protège un enfant. Cet emblème, il a été créé par Tinius, qui est mort à Charlie Hebdo en 2015. Comme toutes les autres brigades, eh bien, celle de la BEDJ, elle a disposé aussi de son emblème, avec une étoile de Marshall, et puis cette devise très connue, Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Celle de la répression du proxénétisme, la BRP, eh bien, c'est une prostituée adossée à la Dame de Fer. Alors on ne voit pas très bien celle de la brigade des stupéfiants, les stupes, mais vous l'avez en vitrine pour vraiment mieux le visualiser, c'est Saint-Georges terrassant le dragon, avec un bouclier sur lequel figurent les armoiries de la ville de Paris. Et ce dragon a 3 têtes, qui représentant les 3 fléaux de la drogue, cannabis, héroïne, cocaïne à l'époque. Un diamant pour la BRB, on comprend aussi là l'idée, cette brigade de répression du banditisme. La première brigade dont je vous parlais, la brigade criminelle, avec le chardon, et cette devise qui s'y frotte, s'y pique. Et enfin, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, avec une chimère de Notre-Dame qui veille sur les Parisiennes et les Parisiens, avec cette devise « per verbum, per gladium », par le verbe et par l'épée. Voilà, et bien c'est terminé. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette brigade centrale de la police judiciaire. Voilà, et je vous invite évidemment à regarder cette exposition.